la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maladie digestive qui se déclare lorsque du suc gastrique associé ou non à de la bile irrite la muqueuse de l'œsophage. Le reflux gastro-œsophagien est une maladie chronique qui touche 30 à 40% des populations au moins une fois. Il peut être caractérisé par un reflux acide et des brûlures d'estomac se produisant plus de 2 fois par semaine. Le reflux gastro-œsophagien est provoqué par un dysfonctionnement du sphincter inférieur œsophagien, zone de pression située à la jonction de l'œsophage et de l'estomac. En temps normal, le sphincter, véritable valve protectrice, empêche le contenu de l'estomac de remonter dans l'œsophage. Lorsqu'un dysfonctionnement existe, le sphincter peut laisser passer du suc gastrique associé ou non à de la bile vers l'œsophage. Il y a alors une acidité venant de l'estomac qui remonte dans l'œsophage et entraîne des brûlures et des lésions. Le reflux gastro-œsophagien ou RGO, communément appelé remontée gastrique, c'est le menu de Santé Mag de ce soir. Et pour en parler, je reçois pour vous professeur Alain Bougma. Vous êtes professeur titulaire d'hépato-gastro-entérologie et chef de service au CHU Yalgado Ouédraogo. Professeur Edgar Wangré, chef d'unité des urgences viscérales, vice-président de la commission médicale d'établissement du CHU Yalgado Ouédraogo. Et puis, docteur Nomawende Inès Compaoré, elle est hépato-gastrologue à la clinique El Faté Souka. Bonsoir madame et bonsoir monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à l'émission en appelant au 25 31 83 53. Professeur Bougma, en français facile, comment pouvez-vous compléter la définition que je viens de donner aux remontées gastriques? Merci Madame Dao de nous permettre d'échanger avec nos téléspectateurs et de porter l'information que nous pensons juste à la population, parce que notre raison d'être en tant que médecin, c'est la santé de la population. Ceci dit, vous l'avez bien campé, la définition était bien campée déjà par vous, mais je dois dire que, pour faire simple, en français facile, on appelle le reflux gastro-œsophagien désigne le passage intermittent ou permanent à travers le cardiaque dont vous avez parlé, qui est la jonction entre l'œsophage et l'estomac, à travers donc ce cardiaque d'une partie du contenu gastrique. Un RGO physiologique, un reflux gastro-physiologique existe chez tous les individus, surtout pendant les périodes postprandiales, après le repas, ou même au cours de la nuit, mais ce reflux gastro-œsophagien physiologique ne s'accompagne ni de symptômes, ni de lésions de la muqueuse. Par contre, par convention, on appelle reflux gastro-œsophagien le reflux pathologique qui va donc engendrer des symptômes et des lésions de la muqueuse œsophagienne qu'on appelle œsophagite, qui est l'inflammation de la muqueuse de l'œsophage. Mais dans ces conditions, le reflux est souvent fréquent et donc de plus longue durée. Mais, comme vous l'avez dit également, le reflux, le sphincter inférieur de l'œsophage, dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est pas seul concerné par le mécanisme de reflux gastro-œsophagien. Et nous allons certainement, au cours de l'émission, en venir davantage. D'accord. Et par quel mécanisme aboutit-on aux remontées gastriques? Avant d'aller plus loin, nous allons faire l'état des lieux. Nous allons voir ensemble le dispositif qui est mis en place pour éviter le reflux. On peut le voir à travers des images. On a des images. Pendant que vous parlez, on va essayer de montrer les images. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour éviter un dispositif anti-reflux qui est constitué non seulement, comme vous l'avez dit, du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est la zone de pression
entre l'œsophage et l'estomac. Mais en plus de ça, il y a les piliers du diaphragme qui vont donc constituer un lasso pour maintenir le sphincter inférieur de l'œsophage abdominal dans l'abdomen. En plus de ce pilier droit du diaphragme, il y a également l'implantation en sifflet de l'œsophage dans l'estomac et qui va déterminer un angle qu'on appelle angle de His. Nous avons les images. Voilà, et qu'on appelle angle de His. Et en bas, vous voyez cette image, il y a un clapet qu'on appelle la valvule de von Gubarov qui constitue un clapet en bas à l'entrée de l'estomac. Et il y a même la musculature de la poche à air qui est une musculature oblique, tout cela pour maintenir en place l'estomac dans l'abdomen. Voilà des têtes de lieu. Mais le sphincter inférieur de l'œsophage est une zone de pression qui est située entre une zone de pression négative qui est le thorax et une zone de pression positive qui est l'abdomen. Et ce sphincter est situé entre une zone de passage qui est l'œsophage et un organe de réservoir, voilà, un organe de réservoir qui est l'estomac. Et le sphincter inférieur de l'œsophage donc doit d'une part permettre le passage des aliments de l'œsophage vers l'estomac, mais s'opposer aussi au reflux des aliments de l'estomac vers l'œsophage et permettre aussi aux patients de pouvoir éructer et vomir. Voilà donc l'état des lieux. Allez-y. Oui. Allez-y. Pour que tout cela, le reflux puisse se produire, vous avez dit un dysfonctionnement. Tout à fait. Mais en dehors de ce dysfonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage, il y a aussi le liquide, l'acidité du liquide gastrique qui va refluer. Il y a la musculature de l'œsophage qui permet de chasser les aliments, ce qui rentre dans l'œsophage vers l'estomac. Il y a également le contenu même des aliments, ce qu'on a mangé. Il y a le vidage gastrique, l'estomac se vide peu ou pas, ou pas du tout. L'estomac est paresseux dans certains cas comme le diabète. Et il y a également la défense même de l'œsophage, parce que l'éléphant qui reçoit l'acidité gastrique se défend, soit d'une part en sécrétant des bicarbonates qui tamponnent l'acidité qui a reflué, et même la salive que l'individu, au cours de la déglutition, la salive tamponne également à l'acidité. Voici tout ce dysfonctionnement, plus ces éléments qui déterminent donc la physiopathologie, donc, qui est multifactorielle. Il n'y a pas une seule cause. Il y a le sphincter inférieur de l'œsophage qui dysfonctionne, mais il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Oui, peut-être pour professeur Wangui. appuyer ce que le professeur a dit, en réalité, il y a un double problème. Il y a un problème anatomique, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du raccordement entre l'œsophage et puis l'estomac. Il peut y avoir un problème à ce niveau. Et deuxièmement, il y a un problème de fonctionnement. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a de l'acidité normalement qui monte, il y a une contraction de l'œsophage pour faire vider en fait le contenu qui est remonté. Et puis en plus, comme l'a dit le professeur, la salive aussi permet de faire le tamponnement. Donc quand il y a un déséquilibre entre ces deux systèmes, ça aboutit au reflux gastro-œsophagien. Docteur Compaoré, en quoi cette affection représente un problème de santé publique? Merci pour la question. Permettez-moi d'abord de vous dire merci, vous et toute la RTB, de dire merci à tous nos enseignants et aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Donc pour revenir à la question, oui, c'est un problème de santé publique parce que la fréquence est très élevée. Ça entraîne également des coûts énormes au niveau des dépenses de santé. Donc il y a des coûts directs qui sont liés aux coûts pour la consultation, pour effectuer les examens et pour prendre les médicaments. Et comme c'est une maladie qui est chronique, il y a des coûts aussi qui sont indirects. Donc les patients, ils vont avoir un absentéisme qui est répété, ils ne pourront pas aller à leur travail. Et pour ça, ça va entraîner des pertes énormes au niveau économique. Et également, cette maladie a un potentiel évolutif vers des complications qui peuvent même être mortelles. C'est une question de santé publique, mais quelle est l'importance de l'affection dans le monde et particulièrement au Burkina Faso? La fréquence au niveau de vos consultations? Pour les consultations,
En moyenne, si on prend 10 patients chaque jour, on n'aura pas moins de 2 reflux. Des études en population générale au Burkina, je n'en ai pas trouvé, mais dans le monde, on rapporte que chaque jour, il y a 5 à 10% qui se plaignent d'un reflux gastro-œsophagien. Il y a des études même qui disent que 30% de la population se plaignent d'un signe lié à un reflux dans le mois. Et ici au Burkina, il y a des études parcellaires dans des séries particulières qui vont de 30 jusqu'à 60% sur des séries endoscopiques. Donc, il y a une étude de 2012, par exemple, qui parlait de 60% sur 14 000 endoscopies qui ont été effectuées. Professeur, par rapport à vos consultations, comment appréciez-vous la fréquence dans notre pays de remontées gastriques? Et merci pour la question. En réalité, en tant que chirurgien, c'est vrai que nous, on voit moins ces patients. Et ces patients sont le plus souvent vus en gastro-entérologie. Mais comme en tant l'a que dit chirurgien, docteur, vous intervenez également? Oui, comme chirurgien, nous intervenons également. Et comme l'a dit docteur Compaoré, et je crois que la fréquence mondiale est superposable avec la fréquence au Burkina Faso de l'ordre de 20 à 30%. Mais c'est un problème de santé publique parce qu'à cause des modifications des habitudes alimentaires et le mode de vie, et aussi avec l'apparition du stress qui est devenu de plus en plus fréquent dans notre contexte, on constate en tout cas qu'il y a une augmentation du nombre de reflux gastro-œsophagiens dans le contexte burkinabé. Et même entre amis, quand on est assis, souvent vous allez voir des questions, docteur, j'ai tout le temps des remontées, donc c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes. Quels sont les segments de la population les plus concernés, docteur Compaoré? Effectivement, tout le monde peut présenter un signe de RGO. Donc, c'est l'homme comme la femme. Maintenant, si on va dans les études, il y a des fréquences qui sont plus élevées dans certaines populations. Donc, lesquelles, par exemple? Chez les prématurés, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes qui ont tendance à être souvent alitées, chez les personnes diabétiques, les personnes qui ont des toux chroniques, par exemple. Il y a également ceux qui présentent ce qu'on appelle une hernie hiatale. Je ne sais pas si on va en parler, mais ça favorise le reflux gastro-œsophagien. Il y a le patient qui est en surpoids ou qui présente une obésité. Il y a les femmes enceintes. Et il y a certains cas particuliers aussi de traitement ou de patients qui ont bénéficié d'une intervention chirurgicale sur l'œsophage ou l'estomac. Ou bien pour ceux qui ont tendance à prendre des aliments qui vont favoriser justement l'hyperacidité au niveau de l'estomac ou qui vont favoriser la production de gaz au niveau de l'estomac. Et aussi le stress. Le stress, le fameux stress. Le fameux stress. Et comment se manifeste le RGO? Le professeur Bougma en a déjà parlé, donc il faut pas, on ne parle plus du reflux physiologique, c'est le reflux pathologique dont il est question ce soir. Donc très souvent c'est asymptomatique, ça veut dire le patient n'a aucun symptôme, il se plaint de rien, il ne sait même pas qu'il fait des reflux. Typiquement, nous on appelle ça un pyrosis ou des régurgitations. Pyrosis, c'est une sensation de brûlure qui survient à la partie médiane du thorax, derrière le sternum, qui a tendance à remonter et ça survient après le repas. Ça peut être déclenché par la position antéfléchie ou bien lorsque le patient s'allonge. Ça peut également être déclenché s'il va utiliser des corsets ou des gaines qui vont augmenter l'hyperpression au niveau de l'abdomen. Et les régurgitations peuvent être acides, donc ce sont les aigreurs, ça peut être de l'air, ça peut être des aliments, ça peut même être bilieux. Donc il y a d'autres manifestations qui sont digestives, mais moins typiques. Donc ça peut être ce que nous on appelle des épigastralgies. Donc c'est des douleurs au niveau de la partie haute de l'abdomen, au-dessus du nombril. Ça peut ne pas être même des brûlures, ça peut être des crampes, ça peut être une sensation d'étirement, ça peut prendre d'autres caractères. Également, ça peut être des vomissements.
Et on peut avoir d'autres manifestations qui ne sont pas digestives, notamment cardiaques. Il y a des gens qui peuvent penser qu'ils font une crise cardiaque alors qu'ils font une crise de remontée gastro-œsophagienne. Il y a des manifestations pulmonaires, donc il y a des tousseurs chroniques qui rapportent souvent ou qui déclenchent souvent des reflux gastro-œsophagiens. Il y a des manifestations ORL, donc on peut avoir une gingivite, on peut avoir une carie, il y a beaucoup d'autres manifestations. Et il y a d'autres cas où c'est directement la complication qui va révéler la maladie. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Professeur Bougma, comment établit-on le diagnostic? Le diagnostic, la plupart des cas, le diagnostic est essentiellement clinique. Sur l'individu qui a moins de 45 à 50 ans, l'individu qui se porte bien, qui semble bien se porter, le diagnostic est essentiellement clinique. Sur les deux signes dont elle a parlé, les deux signes principalement dont elle a parlé, le pyrosis et la dégurgitation. Elle a également dit qu'on peut avoir également des éructations, des vomissements et même une halitose, une mauvaise haleine, qui peut être des signes indirects de reflux gastro-œsophagien. Donc le diagnostic est essentiellement clinique. On n'a pas besoin d'autres examens, sauf dans certaines situations, ou si l'individu a moins de 50 ans et il a un reflux qu'on soigne médicalement qui ne répond pas, il va falloir maintenant demander des examens pour mettre en évidence, d'abord confirmer ce reflux gastro-œsophagien et voir s'il n'y a pas d'autres lésions associées. Et l'endoscopie apparaît comme le premier examen, mais ça, surtout après 50 ans. De plus de 50 ans, on peut faire l'endoscopie pour non seulement matérialiser par des signes directs de lésions de la muqueuse œsophagienne et voir également d'autres lésions associées à l'estomac, dans l'estomac ou dans le duodénum qu'on pourrait également voir. Et voir en même temps essayer de faire des prélèvements dans certains cas pour voir s'il n'y a pas d'autres affections associées, beaucoup plus graves, même au niveau de l'œsophage, s'il n'y a pas de cancer associé. En dehors de la fibroscopie, l'endoscopie digestive, autre qu'on appelait avant fibroscopie, il y a l'examen principal, c'est la pH-métrie. La pH-métrie, c'est une sonde qu'on envoie à jeun dans l'œsophage avec une électrode au niveau du bas de l'œsophage qui va donc prendre mesurer le potentiel anion acide, anion hydrogène, qui est le pH. L'acidité gastrique va être mesurée à ce niveau-là. C'est relié à un boîtier qu'on a à la hanche, comme chez les cardiologues, le Holter que les cardiologues utilisent également. Et l'enregistrement se fait sur 24 heures. Et on va noter, l'individu doit avoir une vie normale, aller au travail, s'asseoir, manger, et il doit noter les signes qu'il ressent et ces signes doivent correspondre à une période de la journée et une activité donnée. Et tous ces éléments sont analysés après, mis dans un ordinateur pour essayer d'analyser non seulement la matérialité de ces reflux, la période où ça se produit et le lien éventuel avec le reflux que le patient a. Il y a la manométrie œsophagienne, qui également met une sonde dans l'œsophage qui va être conduit vers le bas œsophage et il y a un capteur qui va donc mesurer la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, voir si ce sphincter dysfonctionne, à quel moment ça dysfonctionne. Ça se fait sur une période de 15 à 30 minutes. C'est pas douloureux tout ça? C'est pas douloureux. C'est pas douloureux. C'est peut-être désagréable. Désagréable, oui, parce que ça passe par la bouche. Et le patient est allongé ou assis. Et après, on va donc voir les pressions et également voir à quel moment ça se produit. Ces pressions-là sont basses pour permettre le passage ou pas. Il y a, plus loin, il y a également ce qu'on appelle la scintigraphie, qui utilise donc des produits marqués, et qui pour voir un peu au niveau de l'œsophage, et à ce niveau-là, quand il y a de l'acidité, et même la scintigraphie, ce n'est pas un examen c'est disponible au Burkina, mais ce n'est pas souvent utilisé. Voici grosso modo les examens qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic de RGO. Mais comme je l'ai dit, quand il y a des signes qui indiquent que c'est beaucoup plus grave qu'on en pense, quand on veut voir le stade des lésions au niveau de l'œsophage, et également quand on veut opérer le patient ou de donner un traitement donné, et faire un traitement donné. Voilà. C'est dans ce cas-là que les examens complémentaires sont à demander. Pour plus d'efficacité dans la prise en charge.
Certaines personnes ressentent parfois un liquide qui quitte l'estomac et qui remonte dans l'œsophage pour se retrouver par moments dans la bouche ou dans le nez. Dans certains de ces cas, les spécialistes parlent de remontée gastrique. Elle se manifeste par des brûlures au sein de la poitrine et la toux et fait faire penser aux victimes à des maux de cœur. Les gastrologues spécialistes de pathologie de l'estomac disposent de plusieurs méthodes pour soulager les patients qui en souffrent. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation avec toujours pour objectif d'éviter de provoquer des remontées gastriques ou de favoriser leur persistance. On voit cela avec Ismaël Diloma Sirima. Étendue sur la table d'examen, cette étudiante de 25 ans est sur le point de faire une gastroscopie. Un examen qui consiste à observer des réactions à l'intérieur de son organisme. Elle souffre de douleurs dans le ventre que le médecin qualifie d'atypiques. Et après l'examen, il ressort qu'elle souffre de remontée gastrique. C'est un liquide qui remonte derrière l'estomac, dans la poitrine, qui remonte, qui quitte l'estomac et qui remonte dans la poitrine, qui brûle et qui jusqu'à l'œsophage qui se trouve dans la poitrine et souvent ça peut arriver jusque dans la bouche. Ces remontées gastriques sont normales dans certains cas, mais lorsqu'elles s'accompagnent de brûlures, la première chose à faire est de consulter un médecin. En fonction des lésions qu'on retrouve, il y a des pansements gastriques et ensuite des médicaments qu'on peut prendre pour améliorer ces symptômes. Maintenant, si malgré tout ça, ça persiste, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc, il y a toute une prise en charge codifiée pour ça. Malgré le fait qu'on soigne l'impact des remontées acides dans l'organisme, Dr Béré invite à ne pas les négliger, car si elles se compliquent, elles peuvent causer beaucoup de dommages. Les complications, c'est généralement une sténose, un rétrécissement de la lumière de l'œsophage. On peut avoir un ulcère également dans l'œsophage. On peut avoir des saignements, une hémorragie digestive. Et on peut avoir ce qu'on appelle un endobrachiosophage, qui est une migration d'une muqueuse qui est venue d'ailleurs. C'est-à-dire une muqueuse d'ailleurs va venir se retrouver au niveau de l'œsophage, qui doit être bien surveillée, bien prise en charge. Sinon, à long terme, rarement, ça peut évoluer vers un cancer de l'œsophage. À noter qu'on peut éviter d'arriver à ce stade juste en adoptant certains comportements. Par exemple, quand on finit de manger, on ne doit pas s'allonger immédiatement. On doit rester assis ou marcher dans les 2 à 3 heures qui suivent la prise d'un repas. Ensuite, il faut connaître les aliments que vous-même, vous ne supportez pas. Chacun de nous connaît les aliments que quand il mange, ça dérange. À ce moment, il ne faut pas forcer là-dessus. Ensuite, quand on rentre se coucher, par exemple, il faut que la tête soit légèrement surélevée d'environ 20 cm. Malgré ces comportements, si les remontées acides sont accompagnées de douleurs, elles pourraient, selon les médecins, cacher d'autres pathologies. D'où l'invite à éviter l'automédication. Professeur Bougma, par quel mécanisme les aliments favorisent la survenue du RHO et pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces aliments? Les aliments peuvent donc favoriser donc la survenue d'un reflux gastro-œsophagien par 2 mécanismes. Soit parce que ces aliments-là irritent l'œsophage et peuvent provoquer ce reflux gastro-œsophagien, ou ces aliments favorisent la baisse du sphincter inférieur, de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Et ces aliments peuvent également entraîner une sécrétion acide de l'estomac, où ces aliments peuvent avoir de la peine à être évacués par l'estomac, donc retarder la vidange gastrique. Et c'est par ces mécanismes-là surtout que ces aliments peuvent provoquer un reflux gastro-œsophagien. Les aliments qu'on peut citer, c'est d'abord le chocolat, même si le Burkina ne produit pas beaucoup de chocolat, pas du tout de chocolat. Il y a beaucoup de consommateurs il y a beaucoup de consommateurs, de consommatrices de chocolat. Et il y a également le café, à forte dose. Il y a la menthe. Et les aliments, la menthe, oui. La menthe, oui. Et les aliments gras. Les aliments gras, genre fast food ou même les sauces, pâtes d'arachide, la mayonnaise, le beurre, la moutarde. Tout cela sont des aliments gras qui peuvent également favoriser la survenue d'un reflux gastro-œsophagien. Ce n'est pas un aliment, le tabac, ce n'est pas un aliment. L'alcool non plus n'est pas un aliment, mais l'alcool également, certains alcools tels que le vin blanc, peuvent provoquer des reflux gastro-œsophagiens. Voici grosso modo les aliments qui peuvent également être à l'origine. Mais le tabac
qui n'est pas un aliment, c'est vrai, mais le tabac également joue un rôle. Mais je précise que le café intervient pour favoriser le reflux gastro-œsophagien. Mais le café, le café décaféiné ne produit pas cet effet-là. Ok, donc le la café caféine, décaféiné, voilà. ok. C'est la caféine qui est le problème. Ouais. Et quel est l'impact du jeûne sur le reflux gastro-œsophagien? Parce que nous sommes en période de jeûne. Quel peut être l'impact? Nous sommes en période de jeûne, donc nous sommes en période où il y a beaucoup de stress. Il y a également le ventre vide pendant des heures et une hypersécrétion acide qui ne rencontre pas d'aliments qui vont tamponner cette acidité. Et les gens ont des habitudes pendant le jeûne, c'est entre parenthèses, excusez-moi le terme, se gaver le matin pour avoir des réserves pour la journée et également se gaver entre guillemets le soir pour essayer de récupérer des forces, à la rupture pour essayer de récupérer des forces. Et tout cela favorise également le reflux gastro-œsophagien. On peut compléter? Oui. Ce que je pourrais ajouter, comme l'a dit le professeur Boukouma, et à la fin du jeûne, les gens peuvent manger beaucoup, alors qu'immédiatement, il y en a qui vont aller prier. Et comme l'a dit docteur Compaoré tout à l'heure, la position, elle a parlé de l'antéflexion. Il faut savoir que l'antéflexion, c'est le fait de se pencher en avant. Et pour prier, on est obligé de se pencher en avant. Donc, ça peut entraîner des remontées. Donc, ça, c'est un autre facteur qui peut, en tout cas, déclencher le reflux gastro-œsophagien. Et puis, les heures de repas qui changent, qui sont modifiées parce que manger à 3 heures du matin, on n'a pas l'habitude de manger à 16 heures. Là, tout cela peut contribuer à... Il y en a qui mangent de 19h jusqu'à minuit, par exemple, de façon continuelle. Ils boivent, ils mangent, l'estomac se distend et ça peut favoriser... De 19h à minuit. Oui, de 19h à minuit, ils mangent, ils sont couchés, c'est à côté. Ils s'alimentent, soi-disant, pour récupérer des forces. Mais ça favorise également les reflux gastro-œsophagiens. Et le matin, comme vous dites, très tôt le matin pour faire le jeûne, commencer le jeûne, ils s'alimentent également. Si ces aliments sont gras, c'est la période également où on mange souvent bien entre guillemets, parce qu'on pense au Burkina que quand on mange bien, c'est très sucré, c'est très gras, parfois très épicé, et ça peut également conduire à des reflux. Allez-y. Quand ils sont très fatigués, dès qu'ils finissent de manger, ils boivent en même temps et ils se couchent. Tout à l'heure, dans le reportage, on a vu avec Dr Béré qu'il faut attendre 2-3 heures avant d'aller s'allonger pour éviter ça. D'accord. Est-ce que le RGO serait fréquent chez les femmes enceintes? Pourquoi, Dr Compaoré? Oui. Bon, selon les études, en tout cas, 30 à 50% des femmes enceintes peuvent se plaindre de RGO. Donc, la première explication, c'est la sécrétion hormonale, notamment par la progestérone. Et cette progestérone-là va entraîner un relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. On en a déjà parlé. Ça va également entraîner un retard à la vidange gastrique. Donc, la deuxième explication, c'est l'hyperpression au niveau abdominal, parce que plus le fœtus va grandir, plus la pression abdominale sera importante. Il y a d'autres causes plus indirectes qui peuvent aggraver ce reflux-là, notamment les envies de grossesse qui peuvent aller vers le chocolat ou certains repas très épicés, ou le fait aussi qu'avec la grossesse, les femmes sont souvent fatiguées, donc elles ont tendance à s'allonger dès qu'elles ont fini de manger. Et chez les nourrissons, est-ce que le RGO serait très fréquent? Et est-ce que c'est les mêmes causes que chez l'adulte? Oui, tout à fait. C'est plus fréquent chez les prématurés. Chez les nourrissons, on rapporte à peu près 40%. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Il y a plusieurs causes. Typiquement, pour le nourrisson, on parle de l'immaturité de la barrière, on parle de certaines tendances à alimenter l'enfant couché, à certaines femmes qui s'allongent pour donner la tétée. Il y a également des femmes qui ont tendance à suralimenter l'enfant dès qu'il pleure, on lui donne la tétée, alors que peut-être qu'il ne pleure pas parce qu'il a faim. Il y a les nourrissons qui ont été exposés par exemple à l'alcool, à la caféine, que la maman souvent consomme, ou bien certains médicaments que la maman prend, qui va passer par le lait, qui peut favoriser également ces remontées-là. Mais également, on peut avoir certaines malformations digestives ou des maladies héréditaires dans la famille qui peuvent aussi favoriser ce reflux-là.
On peut faire un petit parallèle entre le nourrisson et puis le sujet âgé. Chez le nourrisson, on parle de l'immaturité du système anti-reflux, mais chez le sujet âgé, là c'est la détérioration avec la dégénérescence liée à l'âge du système favorise aussi les reflux. Quelles sont les autres causes ou facteurs pouvant favoriser la survenue? Toujours avec le professeur Wangré. Les autres causes, il y en a beaucoup de causes, mais en réalité, le professeur avait déjà donné certains éléments. Et moi, je vais peut-être répéter, en commençant par les peut-être qu'on causes. on va nous faire passer quelques images qui pourront peut-être vous permettre de mieux expliquer. Allez-y. Donc, je disais que les causes, il y a d'abord les causes anatomiques, et professeur Bougouma l'a dit, docteur Compaoré. Par exemple, si vous prenez la hernie hiatale, c'est une cause de reflux gastro-œsophagien. En dehors des causes anatomiques, il y a les causes alimentaires, le professeur l'a dit, les graisses, le chocolat, le mode de vie, l'alcool, le café, le tabac. Donc, tout ça, c'est des éléments. Et on a cité aussi le stress, qui est un facteur important dans la survenue du reflux gastro-œsophagien. Et je pense que de plus en plus, on est dans une société où il y a beaucoup de stress. Et puis, il y a la sédentarité. Tout ça, c'est des éléments en dehors de ce que je viens de citer là, qui peuvent être des facteurs de reflux gastro-œsophagien. Ok, docteur Compaoré, on va revenir sur le stress. Pourquoi et comment cela favorise le RGO? Ce n'est pas la sécrétion hormonale. Il faut dire que le stress va entraîner la sécrétion d'une hormone qu'on appelle ACTH. C'est en anglais. Bon, j'espère que je ne vais pas trop écorcher. C'est adrénocorticotrophique hormone. Donc, cette hormone-là entraîne tout ce qui va favoriser le reflux gastro-œsophagien. Donc, ça va entraîner un retard à la vidange gastrique, relâcher le sphincter inférieur. Et également, ça va entraîner la sécrétion de ce qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol-là, je vais aller droit au but parce que, bon, pour ceux qui sont un peu avancés en médecine, ils savent que le cortisol va inhiber les prostaglandines qui sont impliquées dans la protection de la muqueuse. Donc, ça va conduire à l'affaiblissement justement de tout ce qui doit protéger aussi la muqueuse. Donc, il y aura une hypersensibilité de la muqueuse, il y aura une hyperacidité gastrique. Et je voudrais revenir aussi sur le cas du nourrisson, parce que les mamans qui nous regardent, il y a beaucoup de reflux physiologiques et qui ne sont pas forcément des reflux gastro-œsophagiens. Donc, il faut vraiment y penser quand il y a des pleurs incessants, quand l'enfant cesse de prendre du poids, ou bien quand il cesse de grandir, quand ça perturbe son sommeil, ou bien quand il rapporte d'autres signes plus graves, s'il vomit du sang. Ok, pendant qu'on y est, après la tétée, qu'est-ce que la femme doit faire afin que son enfant n'ait pas ces reflux? Déjà, il faudrait que, avant de sortir de la maternité, on lui apprenne comment tenir le bébé, comment l'allaiter. Et après, il faut tenir en fait la partie haute, ça veut dire son thorax, comme s'il était en position debout. Donc, rectiligne ou longiligne si vous voulez, pendant au moins une trentaine de minutes. Pour les enfants qui peuvent s'asseoir, on peut les mettre au siège avant de leur permettre de s'allonger, pour qu'ils fassent le roux avant, de les allonger pour éviter au maximum le reflux. Et il y a des positions aussi qui vont peut-être calmer l'enfant si on le met sur le ventre. Bon. Quelles sont les complications du reflux gastro-œsophagien, remontée gastrique, professeur Bougouma? Les complications sont principalement de 4 ordres. D'abord, les hémorragies. Les hémorragies digestives, qui sont des hémorragies qu'on constate au niveau des lésions muqueuses, notamment l'endobrachioésophage, notamment l'ulcère œsophagien. Donc l'individu peut vomir du sang ou faire des selles noirâtres comme du goudron chaud, qu'on appelle le méléna. Il y a également les sténoses, l'obstruction, l'obstruction au niveau du bas œsophage, due à une cicatrisation, mauvaise cicatrisation des lésions qui sont produites
cicatrisation rétractile qui fait qu'il n'y a pas de passage entre l'œsophage et l'estomac. Ça se produit en général chez les patients chroniques qui ont des lésions sévères dès le début et ces patients qui ont plus de 60 ans, 60 ou 65 ans, et que ça se produit. En dehors de ça, tout à l'heure, on a parlé de l'endobrachiosophage, qui est le remplacement de la muqueuse œsophagienne à cause le reflux chronique par la muqueuse gastrique qui remonte donc de l'œsophage. Et cette muqueuse-là va faire le lit plus tard de cancer de l'œsophage. Mais il faut savoir que pour ce qui est des hémorroïdes digestives, c'est à peu près 10% des causes d'hémorroïdes digestives sont dues justement aux complications du reflux gastro-œsophagien. 10%. 10%. Et chez les patients également cirrhotiques, les patients qui font des sténoses œsophagiennes, on estime également que c'est 10% des causes de sténose, tout le monde dû au reflux gastro-œsophagien. L'endobrachiosophage, comme l'a dit, c'est à peu près 15% des patients qui font un RGO feront plus tard, à un âge avancé, un endobrachiosophage qui doit être surveillé de près. Surveillé de près parce que ça pourra faire le lit du cancer de l'œsophage. Comment prévenir le reflux gastro-œsophagien, docteur Compaoré? D'abord, pour tout le monde, il faut essayer de respecter les conseils qu'on donne, ça veut dire les bonnes habitudes, les règles hygiéno-diététiques. Donc, c'est d'avoir des heures régulières pour manger. À l'heure du repas, il faut manger au calme, il faut prendre le temps de mâcher. Il ne faut pas beaucoup boire pendant qu'on mange, il faut se limiter à un verre. Et quand on finit le repas, il faut attendre au moins 2 heures avant de s'allonger. Sinon, il faut que la tête du lit soit surélevée, de telle sorte à ce que ce n'est pas seulement le cou ou la tête qui doivent être surélevés. Il ne faut pas mettre un coussin, sinon on peut avoir mal au dos. Il faut soulever tout le côté où il y a la tête du lit, là. Ça veut dire les pieds du lit, ou bien on met quelque chose sous le matelas. On met quelque chose qui a peut-être une hauteur de 15 à 20 cm. Voilà, un angle incliné. Parce que si ce n'est pas un lit médical, les lits classiques, là c'est compliqué. On met une barre métallique du côté des pieds, là où on pose la tête. Et comme ça, on surélève tout le lit. Ça fait une pente d'à peu près 30 à 45 degrés par rapport aux pieds. Et également, il faut avoir une activité physique qui va permettre de régulariser les contractions au niveau des muscles abdominaux. Et puis, il faut éviter tout ce qui peut entraîner le stress. Souvent, c'est indépendant de la volonté, mais tant qu'on peut, on peut l'éviter. Et aussi, ne pas aller prendre des aliments qui vont déclencher ce reflux-là. Et chaque personne, comme l'a dit ma collègue, peut faire la remarque. Et si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui déclenche la douleur, il faut diminuer la quantité, changer le mode de cuisson. Et si on ne supporte pas, on arrête. Et pour ceux qui souffrent déjà maintenant d'un reflux gastro-œsophagien, ce qui a été documenté, qui a été prouvé, c'est la perte de poids. Donc ça a un effet positif, ça va diminuer la fréquence des reflux. Également, pour ceux qui vont desserrer un peu, il faut desserrer les corsets, les gaines, surtout pour les femmes, tout ce qui va, ou les ceintures, tout ce qui va entraîner l'augmentation de la pression abdominale peut favoriser ce reflux-là encore. Et aussi, il faut bien prendre ces médicaments quand on vous les prescrit. Oui, ça c'est le minimum pour avoir des résultats. Quels sont les traitements disponibles, professeur Wangri? Et il existe plusieurs types de traitements. D'abord, il y a le traitement médical. Je pense que les gastro-entérologues ici présents sont mieux placés pour parler de ce traitement médical. Mais ce que je peux dire, dans tous les cas, ils vont compléter par la suite. Tout à fait. Et il faut lutter contre l'acidité gastrique. Donc, il y a des antiacides. Et le premier antiacide qu'on connaît, c'est les alginates. Tout le monde connaît hydroxyde d'alumine. Les gens vont s'en procurer même en pharmacie. Maintenant, il y a les anti-H2, dont on peut citer par exemple ranitidine. Les gens connaissent le nom des médicaments, voilà. Parce que et puis bon, il y a d'autres médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Mais en réalité, le traitement est d'abord médical et lorsqu'il y a un échec, il y a un traitement chirurgical.
Et ce traitement chirurgical a évolué ces dernières années. En réalité, ce n'est pas une évolution en tant que telle, mais c'est la méthode de traitement qui a changé. D'autant plus qu'il faut changer un peu le dispositif anatomique au niveau du bas œsophage et au niveau de l'estomac pour réduire un peu les symptômes. Et on parle de fondoplicature. Ça veut dire qu'en réalité, on prend la partie supérieure gauche de l'estomac que nous on appelle la poche à air gastrique ou la grosse tubérosité plutôt, qu'on appelle encore fondus. Et on fait ce que nous on appelle un manchonnage. Ça veut dire qu'on essaie de passer ça en arrière de l'œsophage que l'on va ramener au côté gauche qu'on va fixer par des points. Mais avant, on le faisait par voie la chirurgie à ciel ouvert, mais maintenant, le traitement se fait par voie laparoscopique, ce que nous on appelle la chirurgie vidéo, la vidéochirurgie. Et c'est disponible au Burkina. Et c'est disponible au Burkina Faso. Il y a des hôpitaux publics et des hôpitaux privés qui en font, et je pense que c'est le gold standard. Actuellement, on ne va pas aller ouvrir le ventre de quelqu'un entre griffes, alors qu'on peut faire le traitement par voie laparoscopie. Et docteur Compaoré, quels sont les remèdes naturels pour les remontées gastriques, puisqu'on a parlé des interventions chirurgicales, donc les remèdes naturels? Bon, j'ai essayé de chercher, bon, ce que j'ai trouvé, bon, il y a certains qui avancent le gingembre, le lait d'amande, les poudres d'argile blanche, il y a le curcuma, le miel, mais pour ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été poussées avec une preuve scientifique évidente pour pouvoir les conseiller. Bon, je ne sais pas, comme il y a les professeurs qui sont sur le plateau, je ne sais pas s'ils ont d'autres références, mais au niveau des remèdes naturels, je n'en ai pas trouvé qui prouvent une efficacité avec une évidence scientifique prouvée. D'accord. En attendant, on découvre les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tendrebug. Fatogoma Traoré nous a appelé de Bobo Dioulasso. Il souffre de remontées gastriques depuis plusieurs années et les traitements prescrits, il les a suivis sans effet pour lui. Et donc, depuis près de 15 ans, il prend régulièrement du bicarbonate pour se soulager. Sa question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque pour sa santé vu qu'il en prend depuis près de 15 ans? Il précise que le bicarbonate lui réussit très bien. Quand il en prend, il digère très facilement et puis ça va. Madame Sylvia Ouedraogo nous a appelé de Ouagadougou. Elle souffre d'ulcères et de reflux gastrique et cela depuis plus de 10 ans. Donc ça va, ça vient, il y a des périodes de pic, il y a des périodes d'accalmie. Elle précise qu'elle a consulté plusieurs médecins, suivi plusieurs traitements, mais son mal persiste. Est-ce qu'il y a un espoir de guérir définitivement de ces remontées gastriques-là et de son ulcère? Monsieur Alphonse Kouassi nous suit à Ouagadougou. Lui souffre également de remontées gastriques depuis plus de 10 ans et il constate que ses problèmes augmentent chaque fois qu'il consomme un repas très pimenté. Sa question, c'est comment résoudre son problème. Est-ce que son salut réside dans un arrêt définitif de la consommation du piment et du gingembre qu'il aime bien? Un téléspectateur de Ouagadougou a appelé pour son épouse qui souffre de hernie hiatale. Est-ce que cela a un rapport avec les reflux gastriques? Et il dit qu'ils ont consulté et au terme des examens, on leur parle de faire une intervention, de faire subir une intervention à son épouse pour les soins. Est-ce que cela se pratique au Burkina Faso? Quels sont les risques d'une telle intervention par rapport aux avantages? Est-ce qu'il faut chercher une autre alternative à l'intervention ou bien est-ce que c'est obligé d'y aller pour espérer guérir?
Madame Kéré, elle a appelé de Ouagadougou. Sa question, est-ce qu'on peut espérer guérir définitivement des reflux gastriques? Quelles sont les attitudes à adopter si l'on veut guérir? Elle a entendu parler au cours de l'émission de prostaglandine. En français facile, c'est quoi? Quelle est l'incidence sur les reflux gastriques? Madame Nikiema nous suit à Ouagadougou. Sa fille de 16 ans a une ceinture, elle porte une ceinture lombalgique et on lui a détecté il y a 6 ans des ulcères, je pense, et actuellement elle souffre de reflux gastrique. Elle suit un traitement, mais depuis quelques semaines, elle se plaint de mal à la poitrine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le port de la ceinture lombalgique n'entraîne pas à la longue ces reflux gastriques-là? Et c'est une mère qui espère trouver une solution pour sa fille. C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Merci Viviane Tiandrebeo. Retour sur le plateau avec les questions des téléspectateurs. Professeur Bougma, il y a M. Traoré qui est à Bobo. Il souffre de reflux gastrique depuis plusieurs années, 15 ans. Il prend régulièrement... les traitements prescrits sont sans effet, donc c'est du bicarbonate de sodium qu'il prend pour se soulager et ça lui réussit. Et il demande est-ce qu'il n'y a pas de risque à la longue sur sa santé? Évidemment, il y aura forcément un risque à la longue pour cette automédication qui est utilisée notamment à bicarbonate. Ça tamponne l'acidité, c'est pourquoi ça le soulage. Mais il est pris à la longue, ce bicarbonate-là va avoir des conséquences parce que ça peut s'accumuler, ça peut également donner des problèmes rénaux. Donc il faudrait voilà, il faut qu'il fasse attention. Et il faudrait plutôt consulter un spécialiste. Essayer de... Je ne sais pas s'il l'a fait. Essayer d'aller. On s'est dit qu'il y a eu des prescriptions, donc des traitements prescrits, mais ça n'a pas. Est-ce qu'il y a eu des explorations? Je n'en sais rien. Et il y a beaucoup de Lasso, je crois. Oui, il y a beaucoup de Lasso. Je le conseillerais de se diriger vers le CHU Sanoussouro, le service de gastro-entérologie du professeur Salvador Apollinaire, où il pourra consulter des spécialistes qui vont essayer d'approfondir un peu son cas et ne pas prendre des médicaments à vitam aeternam, parce que forcément, à la longue, il y aura des problèmes. D'accord. Docteur Kampaori, Madame Sylvia Ouedraogo, elle est à Ouaga, elle souffre d'ulcères et de reflux gastrique depuis plus de 10 ans. Ça va et ça vient. Est-ce que les deux sont liés? Elle précise qu'elle a déjà consulté plusieurs médecins, suivi plusieurs traitements, mais son mal persiste. Bon, déjà... C'est difficile de répondre comme ça d'une manière générale. Mais en général, ce qui va entraîner un reflux gastro-œsophagien, il y a des causes qui peuvent également entraîner une fréquence élevée de l'apparition de ces ulcères-là. Maintenant, souvent les patients confondent ce qui brûle avec ce qui est un ulcère, avec ce qui est un reflux gastro-œsophagien. Donc ça va, ça vient. Est-ce que ça veut dire que ça brûle? Ou bien est-ce qu'objectivement, il y a des lésions? Consulté plusieurs médecins et suivi plusieurs traitements. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'objectivement, il y a des lésions que ce reflux-là a entraîné qui ne part pas? Ou bien est-ce que cette maladie ulcéreuse dont elle souffre ne cicatrise pas? Ou bien est-ce qu'elle fait des poussées? Parce que ce sont des maladies chroniques. Donc, par poussée, s'il y a des épisodes de stress, si elle consomme par exemple certains aliments qui vont déclencher peut-être des brûlures, elle peut avoir l'impression que ça brûle, mais souvent, quand on fait les explorations, on peut se rendre compte qu'il y a un peu de mieux. Donc, je ne sais pas, peut-être cette patiente-là pourrait aller en consultation, peut-être, je ne sais pas, encore une fois, et surtout spécialisée, pour qu'on puisse faire un point pour le répondre pour son cas. Parce que souvent, elle peut se plaindre. Il y a beaucoup de patients qui disent ça ne passe pas. Et tu fais les examens, en réalité, c'est passé, mais la personne a cette brûlure-là qu'elle ressent. Je voudrais compléter. Okay, oui. Chez les patients qui ont des reflux qu'on soigne, ça se calme et puis ça revient,
souvent, il faudra le consulter pour un spécialiste pour qu'il essaie d'aller plus loin. Ces patients ont souvent aussi une colopathie fonctionnelle associée et qui fait qu'il y a parfois une constipation qui va retarder la vigilance gastrique et favoriser les reflux. Donc, si ce côté colopathie fonctionnelle n'est pas géré en même temps que le reflux, on va faire intérieurement le commencement. Il y aura encore retard de la vigilance gastrique, stress, hypersécrétion acide et reflux gastro-œsophagien. Il faudrait quand même explorer. Je voudrais ajouter également, souvent les gens, quand ils viennent en consultation, c'est les médicaments qui les intéressent. Alors que nous, on prescrit les médicaments dans le but d'aider, dans le but de traiter. Mais souvent, ils n'appliquent même pas les conseils d'hygiène. Donc, c'est normal. Parce que là, il faut changer le mode de vie, voilà, le mode alimentaire. C'est ça. Il faut bien appliquer les conseils d'hygiène. Il faut voir ce qui déclenche, voir ce qui est faisable. Donc, vraiment, je lui conseille fortement d'aller en consultation spécialisée de gastro-entérologie. Okay. Il y a M. Kwasi qui souffre aussi de remontée gastrique depuis 5 ans. Il constate que cela augmente quand il consomme du piment. Est-ce que, comment résoudre son problème, faut-il arrêter complètement le piment et le gingembre? Apparemment, il aime tout ce qui est bien épicé. Docteur Compaoré? D'accord. C'est... Bon, il peut arrêter un temps, il applique les conseils, il prend son traitement et souvent, après quelques mois, il peut réintroduire doucement pour voir. Parce que souvent, il faut voir aussi c'est quel type de piment. Est-ce que ce n'est pas les conditions d'hygiène? Mais est-ce que le piment en lui-même est un facteur favorisant? Le reflux, ça va favoriser l'hypersensibilité au niveau de la muqueuse. Donc, pour le reflux, oui. Mais ça ne va pas... Irritatif de la muqueuse. Comme le gingembre, ça irrite la muqueuse œsophagienne, comme le gingembre. Oui. Mais ça ne déclenche pas d'ulcère. Ce n'est pas ça qui va causer l'ulcère. Professeur Bougouma, donc il y a une dame qui souffre de hernie hiatale. Est-ce que cela a un rapport avec les reflux gastriques? On leur a parlé d'intervention à subir. Est-ce que cela se pratique au Burkina? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a une alternative à l'intervention? Bon, la première question, est-ce que la hernie hiatale a un rapport avec le reflux? Oui, on en a parlé au début de l'émission. C'est un facteur favorisant du reflux gastro-œsophagien, la hernie hiatale. Parce que justement, ce dispositif anti-reflux de la zone de communication entre l'œsophage et l'estomac, ce dispositif anti-reflux n'est pas fonctionnel, est rompu. Donc, ça favorise le reflux gastro-œsophagien. La deuxième partie, sur le plan chirurgical. Donc, le professeur Ouangré va parler de ça. On parle d'intervention. Le monsieur n'a pas dit de quel type d'intervention on parle. Donc, il demande si on peut. Vous en avez parlé, c'est possible, ces genres d'intervention au Burkina, que ce soit dans le privé ou dans le public. Vous en avez parlé peut-être. Il demande s'il y a une alternative à l'intervention. Est-ce qu'il faut forcément l'intervention? Dans le contexte médical, les choses sont un peu codifiées. Et le professeur Bougouma l'a dit, et le docteur Compaoré aussi. La première phase du traitement, c'est un traitement médical. Et quand il y a un échec, qu'on peut envisager le traitement chirurgical. Donc, ça fait déjà un bout de temps. Il suit les traitements, on suppose qu'il suit correctement les traitements. Et si on a posé l'indication de l'intervention chirurgicale, je crois qu'il devrait accepter cette intervention. Ça pourrait en tout cas le soulager du reflux gastro-œsophagien. Parce que le professeur Bougouma l'a dit, la hernie hiatale, il y a plusieurs composantes. En réalité, il y a une partie de l'estomac ou bien le cardiaque qui normalement doit être en intra-abdominal qui se retrouve en intra-thoracique. Mais cela est dû au fait que, en fait, au niveau du passage de l'œsophage pour passer dans la cavité abdominale, il y a souvent une défaillance, si bien que l'estomac peut passer à travers cet orifice-là au niveau de la région thoracique. Donc, l'intervention va permettre de corriger en même temps cette défaillance et de modifier un peu le dispositif anatomique et ça va le soulager pour le reflux gastro-œsophagien. Et l'intervention, comme je l'ai dit, ça se fait
en vidéochirurgie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin maintenant d'ouvrir l'abdomen pour faire l'intervention. On utilise des trocars, une caméra et on opère en regardant un peu, bon, j'ai dit la télé. Et ça permet aux malades de guérir vite, de reprendre rapidement ses activités et il y a moins de douleur. Donc ça se fait et je pense qu'il n'y a pas de risque particulier de faire cette intervention. Docteur Compaoré, Madame Nikiema, qui a sa fille de 16 ans, elle porte une ceinture lombalgique. Elle a des remontées depuis 6 ans qu'on lui a détecté. Bon, elle a ces remontées-là. Donc, est-ce que cela est dû à la ceinture? Parce qu'elle suit un traitement depuis quelques semaines, elle a mal à la poitrine. Que faire? C'est possible. Toujours bon pour répondre souvent. Est-ce que la ceinture lombalgique oui, ça entraîne une hyper-pression au niveau de l'abdomen. Donc, ça peut effectivement entretenir ce reflux-là. Maintenant, est-ce que si on enlève, ça ne va pas aggraver son problème au niveau du dos? Ça nécessite vraiment une prise en charge concertée pour lui apporter une meilleure réponse. D'accord. Mais oui, parce la ceinture... Elle parle de mal à la poitrine. Donc, c'est peut-être repartir en consultation. Il faut aller en consultation spécialisée parce que ce mal à la poitrine, ça peut être un reflux gastro-œsophagien, mais ça peut tout à fait être autre chose. D'accord. Professeur Bougma, peut-on guérir des reflux gastriques? Quelles sont les attitudes à adopter pour guérir? Elle a entendu parler de prostaglandine. En français facile, c'est quoi? Le docteur Compaoré a essayé d'expliquer ce que les prostaglandines là font. Elle va pouvoir revenir dessus si la téléspectatrice n'a pas bien compris. Guérir de reflux gastro-œsophagien, c'est possible, oui et non. Oui, quand les mesures d'hygiène de vie sont suivies. Oui, si le traitement est également suivi et qu'on ne reprend pas les mauvaises habitudes. Et oui, s'il n'y a pas de lésion sévère au point qu'il faut surveiller et intervenir plus tard, non, parce que non, si on est assez obèse, qu'on ne change pas ses habitudes et qu'on continue d'avoir ses habitudes alimentaires, son mode de vie ne change pas, le tabac, l'alcool et autres, ça sera difficile. Ça serait un aller-retour à chaque fois. Il faut revoir son mode de vie. Donc peut-être pour compléter, comme on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si vous guérissez et que vous gardez les mêmes habitudes, le reflux va réapparaître. D'accord. Donc, au prostaglandine. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas embrouillé. Donc, en disant prostaglandine, vraiment, j'ai pensé que peut-être il y a d'autres qui sont plus avancés en médecine. Parce qu'au niveau de l'estomac, il y a une unité qu'on appelle la pompe à protons. Donc, c'est là-bas que l'acidité peut être activée ou inhibée. Et ces prostaglandines-là inhibent cette pompe à protons. Alors que quand il y a un stress, sécrétion d'ACTH, donc sécrétion de cortisol, et ce cortisol-là va inhiber ces prostaglandines-là. Et donc, en les inhibant, il y aura une hypersécrétion gastrique. Donc, j'espère que je ne l'ai pas embrouillé davantage. En fait, pour dire simplement. Donc, en français facile. Oui, il y a une composante hormonale dedans. Voilà. C'est-à-dire, nous tous, on est là, on produit des hormones. Et les hormones n'ont pas la même action. Il y a des hormones pour calmer, il y a des hormones pour accélérer. Donc, quand il y a un déséquilibre là, en fait, au niveau de la sécrétion de ces hormones-là, c'est ça qui favorise tel ou tel effet. En fait, plus simplement. Ok, docteur Compaoré, en période de crise, quel type d'aliments faut-il favoriser? Il faut favoriser les aliments simples. Donc, type légumes qui ont été cuits à l'eau ou à la vapeur. Bon, il y a certains mots de cuisson, je ne sais pas si ici on l'utilise beaucoup. Il y a ceux qui utilisent par exemple les feuilles de banane ou les cuissons qu'on appelle en papillote. D'une manière générale, on appelle ça à l'étouffée. Il y a les poissons et puis les viandes maigres qu'il faut privilégier. Il faut aussi remplacer les boissons alcoolisées, les boissons gazeuses par de l'eau.
Il faut prendre plus de fromage, de yaourt allégé ou fait maison que peut-être de lait de vache. Et puis, si on en a les moyens encore, on peut préférer certaines huiles qui sont riches en polyinsaturés ou en oméga 3 ou 6, comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Je ne sais pas si le Burkina avait moyen là à table, mais à l'huile de tournesol. Bon. D'accord. Et notre huile de coton? Oui, surtout pour la cuisson, il est plus stable. Oui. En cas de... Mais certains traitements médicamenteux ou chirurgicaux peuvent eux-mêmes engendrer un RGO. Professeur Bougma, est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux qui peuvent engendrer des remontées gastriques? Oui, il y a des effets collatéraux, je peux dire, de certains traitements qu'on prend et qui peuvent donner des effets secondaires, donc qui seront, par exemple, favoriser le reflux gastro-œsophagien. Il y a des médicaments qu'on utilise pour soigner les patients. Le pneumologue, par exemple, la théophiline, en cas d'asthme, ça peut également favoriser le reflux gastro-œsophagien. Il y a les cardiologues utilisent la trinitrine, utilisent également certains médicaments comme les anticalciques, les inhibiteurs calciques, qui peuvent également favoriser le reflux gastro-œsophagien, mais il faut les utiliser. Il y a des médicaments qui diminuent également, qui augmentent la pression de sphincter inférieur de l'œsophage, et qui permettent de diminuer ce reflux gastro-œsophagien. Ils sont bien connus, et bon, je n'ai pas cité les molécules, mais ces médicaments existent. Et il y a les hormones également. Certaines hormones, on a parlé de la progestérone ici, de long en large. La progestérone ralentit, disons, inhibe un peu le sphincter inférieur de l'œsophage et peut favoriser le reflux gastro-œsophagien. Et puis, voilà, ces médicaments existent, on peut les compléter. Il y a toute une série de médicaments qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Et ces médicaments sont utiles. Donc, il faudrait peser le pour et le contre et puis voir, et puis expliquer aux patients que ces médicaments qu'on emploie peuvent avoir des effets collatéraux qui peuvent être gênants. Est-ce qu'il y a des actes chirurgicaux aussi qui peuvent entraîner le RGO, les remontées gastriques? Dire qu'il y a des actes chirurgicaux, bon, de façon générale, dit que toutes les interventions sur l'estomac peuvent un peu perturber le dispositif anatomique et être à l'origine de reflux gastro-œsophagien. Mais le traitement du reflux, le traitement chirurgical du reflux gastro-œsophagien n'entraîne pas de reflux gastro-œsophagien. En fait, quand le reflux réapparaît, en fait, on va dire que c'est une récidive. Sinon, le seul inconvénient de la chirurgie du reflux gastro, là, c'est la perte de l'éructation. Ça veut dire que vous n'arrivez plus à rôter, mais il faut faire la balance entre le gain, donc avec les symptômes qui sont parfois désagréables pour le malade, avec le risque de complications. Je pense que le traitement chirurgical est bénéfique, mais il n'y a pas de conséquences particulières. Pour compléter à ce niveau, je dirais que la gastrectomie polaire supérieure peut engendrer un reflux gastro-œsophagien parce que cette zone-là est amputée à cause de la pathologie qu'on a voulu soigner. Et dans ces conditions, après l'intervention, bien sûr, on peut s'attendre à avoir des reflux gastro-œsophagien. D'accord. On revient avec la question des téléspectateurs. Il y a Madame Bouddha Ange-Marie Estelle. Elle est en 5e à Waïguya. Elle a 14 ans. Elle souffre de maux de ventre et d'aigreur quand elle consomme de la sauce d'arachide ou aubergine. Docteur Kampaori, est-ce que c'est cela les remontées gastriques? Elle constate aussi que les autres membres de la famille n'en souffrent pas. Est-ce qu'il y a des complications à la longue? Elle a des aigreurs et des maux de ventre quand elle consomme les sauces à base d'arachide ou d'aubergine. Oui, tout à fait. Ça peut être des reflux. Ça dépend de la quantité de la sauce qu'elle consomme, ça dépend de la quantité de riz, ça dépend des habitudes aussi qu'elle a. Peut-être qu'elle est finie de manger, elle boit beaucoup d'eau, elle va se coucher. Peut-être que les autres ne font pas ça. Peut-être qu'elle est plus stressée que les autres.
Il faut qu'elle aille en consultation pour être située. Toujours. La sauce pâte d'arachide. La sauce pâte d'arachide est une sauce grasse qui va donc retarder la vidange gastrique et favoriser les reflux. L'aubergine, c'est un aliment qui peut produire des gaz, qui donne des ballonnements. Et ces ballonnements-là peuvent également favoriser le reflux gastro-œsophagien. Et cette jeune fille est dans l'adolescence, je crois qu'elle est adolescente. Elle a 14 ans. 14 ans, c'est l'adolescence. En ce moment, elles prennent beaucoup de poids. Elles prennent beaucoup de poids, elles ont tendance à s'alimenter un peu trop. Et souvent, les fast-food, là, les aliments en préparation, ça peut également favoriser ce genre de choses. Mais le gras, comme la pâte d'arachide, ça peut favoriser. D'accord. Il y a M. Diko qui est à Ouaga, il souffre de reflux gastrique, Aboubacar Diko, depuis 2013. Après consultation et examen, on lui a dit que c'était une hernie hiatale moyenne. Il a subi un traitement de 45 jours, professeur Bougma, mais après le traitement et le régime, les problèmes ont repris. Et il prend régulièrement un pansement gastrique. Quels sont les risques de cette prise prolongée? Est-ce que l'intervention est la seule solution pour guérir? Il précise que les aliments interdits sont difficiles à éviter. Comment ne plus consommer le lait, la viande, le haricot et la pâte d'arachide? On peut ne pas consommer la pâte d'arachide et manger quand même correctement, je pense. Il y a le lait, il y a la viande, il y a le haricot. Le lait, bon, il est assez grand, hein, le lait c'est pour les enfants surtout, mais n'empêche, ce n'est pas un aliment indispensable à l'adulte. Il s'appelle Diko, Aboubacar Diko. Je comprends, dans ces conditions, je comprends. Habitudes alimentaires qui sont liées un peu à son groupe culturel et autres. La hernie hiatale, c'est vrai que cette soignée, ça revient souvent, comme je l'ai dit. Mais pour parler d'un échec de traitement médicamenteux, il faut que ce traitement soit bien conduit, au moins 6 mois avant de déclarer un échec. Et en s'assurant que les mesures d'hygiène de vie sont non seulement bien suivies, en s'assurant également que le patient respecte les prises et les conditions qui vont avec. Et il faut d'abord s'assurer de cela avant de décider de parler d'un échec. Et de trouver une autre... Donc, vous pensez que 45 jours, c'est peu? C'est peu, c'est peu. Voilà, c'est peu, et ça se peut vraiment pour régler ce problème-là de hernie hiatale, je crois. Parce qu'il demande même si l'intervention est la seule solution. Donc, il faut reprendre encore le traitement médicament. Il faut être bien suivi. Les mesures d'hygiène de vie doivent être bien respectées. D'abord, les mesures d'hygiène de vie, c'est primordial. Et suivre le traitement correctement et revenir en consultation pour faire le point avec le médecin. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'il est aussi colopathe, il faut gérer ce problème. Et sinon, c'est un éternel recommencement. Mais 45 jours, c'est très peu. 45 jours, c'est très peu. Ajouter quelque chose. Cette hernie hiatale dont il parle, comment a été fait le diagnostic? Si c'est par une endoscopie digestive... Il a dit une hernie hiatale moyenne. Voilà, ça veut dire que probablement que c'est par une endoscopie digestive haute. Donc, la façon dont l'examen même est réalisé, ça entraîne des vomissements. Donc, à l'état sans examen, est-ce que vraiment on verra ça? Comment il a toléré l'examen? Est-ce que... Parce qu'il y a des cas de patients qui ont des hernies hiatales et qui n'ont pas de reflux. Voilà. Il y a des cas aussi où on a des reflux sans hernie hiatale. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il a une hernie hiatale qu'il a un reflus. D'accord. Et la dernière question des téléspectateurs, c'est avec Mme Inès Ouedraogo, qui est à Ouaga. Il y a un désir de grossesse, elle parle de désir de grossesse et reflux gastrique. Quelles précautions prendre, Dr Kampaori? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore enceinte? Non, non, c'est le désir... Donc, elle a des reflux gastriques, mais elle désire... Déjà, quelles précautions elle doit prendre pour... On fera le point pour voir déjà si elle n'a pas une obésité abdominale, qu'elle commence à faire une activité physique régulière, voir si vraiment elle a tendance à s'allonger, lui expliquer comment surélever son lit pour éviter au maximum de déclencher les crises, voir ces reflux-là sont liés à quoi, traiter ces causes-là. Effectivement, on peut l'aider à mieux supporter la grossesse. Et à faire moins de reflux. Et à faire moins de reflux. Ou à guérir rapidement de ces reflus quand ça vient. Mais il y a des cas où ils vont refluer jusqu'à la fin de la grossesse et quand ils vont accoucher. La question de M. Aboubacar Diko m'amène à vous poser cette question, professeur Bougma. En cas d'échec de traitement médicamenteux, que faut-il faire? En cas d'échec de traitement médicamenteux et en l'absence de complications, il faudrait revérifier, faire l'état de lieu
l'estomac et de l'œsophage, voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, avant d'envisager, en fonction de cet état des lieux-là, la suite. Ou c'est une intervention chirurgicale qui peut être programmée quand il s'agit d'une hernie volumineuse qui gêne la vie de tous les jours du patient. Parce qu'effectivement, le RGO altère la qualité de vie des patients. Et si la hernie est très volumineuse, forcément, ça va impacter sur sa vie de tous les jours. Et l'état de lieu permettra de prendre une décision concertée avec les chirurgiens. Voilà. Donc, comme nous avons un chirurgien, va compléter. Non, en fait, effectivement, quand le traitement est bien suivi, et malgré tout, les symptômes sont toujours là et un peu graves, de concert avec les gastro-entérologues, on pose l'indication de l'intervention chirurgicale et plusieurs fois, des gens se sont fait opérer et tout s'est bien passé. Je pense que la qualité de vie s'est améliorée par rapport à avant l'intervention chirurgicale. Mais après l'intervention chirurgicale, on n'en fait plus ou bien on peut en refaire? Non, après l'intervention chirurgicale, c'est comme je l'ai dit, c'est en dehors de la perte de l'éructation qui est un effet indésirable, on ne peut plus bien rôter, sinon les symptômes de reflux là disparaissent. Et les lésions au niveau de l'œsophage aussi se stabilisent. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Professeur Bougma, pour terminer. Pour terminer, je dirais que le reflux gastro-œsophagien est une affection très fréquente qui impacte la qualité de vie des patients, qui entraîne des coûts économiques énormes et qui, par sa fréquence et sa régularité, est habituellement, malgré tout, c'est habituellement une affection bénigne. Mais dans de rares cas exceptionnels, on peut se retrouver avec des complications comme l'endobrachiosophage et même le cancer de l'œsophage. Ce qui est important dans ce domaine, dans ce cas-là, c'est surtout le mode de vie. Il faut qu'on revoie nos modes de vie et la consommation d'alcool qui est souvent excessive, la consommation d'irritants, des épices et autres, et également les boissons gazeuses également, et certains jus qui sont irritants, les jus de citron, les jus d'orange et même les jus de tomate pour ceux qui en boivent. Et il faut revoir notre mode de vie, notre vie de tous les jours, essayer de corriger cela et faire une activité physique régulière, avoir un transit régulier et avoir une hygiène de vie idoine pour que cette affection reste bénie et n'engendre pas des complications dont nous avons parlé tout au long de l'émission. D'accord. Donc, c'est des propos qui vont mettre fin à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau, chers invités. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.